Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va démarrer avec, alors, France Invest. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce sont ceux qui peuvent peut-être accélérer la reprise. Vous allez voir ça. Nouvelle patronne d'ailleurs à la tête de France Invest. Elle s'explique. On va parler capital et dividendes par exemple. Vous allez voir. On démarre donc avec Claire Chabrier. Bonjour Claire, nouvelle présidente donc de France Invest. Absolument ravie de vous recevoir sur Bismart parce que, donc je le disais, et Claire, vous n'y couperez pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus le mot capital ? Donc avant c'était l'association des investisseurs en capital, si je me trompe bien. Puis ce C de capital est devenu croissance. Donc déjà on a sorti ce honteux capital qu'on ne saurait voir. Et puis maintenant donc c'est France Invest. Pourquoi est-ce qu'on a peur du capital ? Alors, bon, c'est vrai qu'on parle d'investisseurs pour la croissance, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est notre métier. Mais on parle du capital investissement et je pense que je vais utiliser plusieurs fois quand même dans la discussion le mot de capital investissement. Donc c'est un mot qui fait encore référence quand même. Pardon, et après on va s'exprimer largement. C'est pas anecdotique en fait. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur cette histoire ? Parce qu'on est dans un pays qui a un furieux problème avec le capital. On est avec des responsables politiques qui ont un furieux problème avec le capital. Combien de fois dans des débats politiques, ce mot est-il prononcé librement, tranquillement ? Absolument jamais. Si on le prononce, c'est pour le stigmatiser. Et je trouve que vous avez un devoir. Et là-dessus, je lâche jamais. Ça fait 10 ans que vos prédécesseurs, je les harcèle avec cette question. Je pense que vous avez un devoir d'expliquer en quoi le capital est indispensable à la croissance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce qu'ont fait tous mes prédécesseurs et c'est ce que je vais faire encore. Alors remettez-le dans le nom. C'est sans relâche en fait qu'on fait ça quand même et qu'on explique et qu'on essaie de convaincre de plus en plus d'entrepreneurs de dire ce qu'on fait et pourquoi on est là et le rôle qu'on a dans la société et dans l'économie. Donc justement pour revenir à l'essence de notre métier. L'essence de notre métier, alors c'est certes d'investir financièrement dans une société, mais c'est de l'accompagner. Et en fait, quand on arrive dans les entreprises, pourquoi les entrepreneurs font appel à nous ? C'est qu'ils sont à des moments d'accélération ou de transformation de leur société et qu'ils ont aussi besoin d'un accompagnement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc notre investissement, il est assez large parce qu'on investit dans les jeunes entreprises, les start-up, mais aussi les PME et les ETI. Et en fait, on les accompagne dans ces phases de croissance. Et je crois que c'est pour ça que ce terme, certes, il y a du capital, puisqu'on investit de l'argent, mais ça va bien au-delà le travail qu'on fait au quotidien dans les entreprises et c'est vraiment ce travail de transformation. Et nous sommes des actionnaires professionnels. Et le but de tout ça, c'est d'accélérer ces moments de vie et de croissance des entreprises. Et ça permet quoi ? Ça permet de créer de la valeur dans les entreprises. Et cette création de valeur, c'est quoi ? C'est de l'emploi. Donc quand on regarde nos chiffres, ça je pense que... Bon faudrait que ça, ce soit, vous voyez, faudrait que ça, plutôt que la Marseillaise, faudrait, j'en sais rien, le matin dans les écoles, vous voyez, voilà. C'est juste cette phrase-là, vous voyez, voilà. C'est le capital avec de l'accompagnement qui fait de la croissance et de l'emploi, ce serait bien. Exactement, et c'est assez simple en fait. Mais évidemment, et c'est très rationnel en fait, ce qu'on fait. Il n'y a pas de magie, c'est très rationnel. Donc, on rajouterait juste, pour finir d'énerver quand même, à un moment, quand même, il faut le rémunérer, ce capital, et arrive l'autre mot maudit, le dividende. Voilà. Alors, on rajoute ça. On en reparlera parce que ça a du sens aussi. On prend des risques, nous, on y reviendra, mais ces risques, effectivement, on les rémunère. Donc, ça aussi, c'est très rationnel. Pour revenir à cette création d'emplois et à la création de valeur qu'on fait dans les entreprises qu'on accompagne, en fait, on mesure ça de très près. Elles ont une croissance qui est supérieure de 2,5 fois à la croissance moyenne de l'économie. Donc c'est des entreprises qui, par tous les moyens qu'on y met, tout l'accompagnement, ont une croissance plus forte. Oui, mais Claire, attends, je me permets... je vais me permettre. Oui, mais non, c'est-à-dire que votre métier, c'est aussi de détecter celles qui ont un très gros potentiel de croissance. C'est vrai. Donc ok, elles croissent 2 fois plus vite et même plus de 2 fois plus vite. Mais en même temps, c'est assez naturel parce que vous accompagnez la croissance.
parce qu'on les sélectionne, mais parce qu'on les accompagne. Et c'est vraiment sur cette partie accompagnement qui est important de comprendre. Et c'est d'ailleurs les témoignages qu'on fait en permanence auprès des entrepreneurs pour les convaincre de tout le travail qu'on sait faire. Parce que ce que je disais, c'est que c'est pas de la magie. Donc ce travail est au quotidien. On crée de la valeur, donc plus de croissance. On crée des emplois. On a créé 280 000 emplois sur les 5 dernières années. Donc c'est une croissance qui est les entreprises qu'on accompagne. Voilà, les entreprises que vous accompagnez. Et c'est donc une croissance qui est bien supérieure. Et donc ça... L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement que l'argent va à l'argent. L'un des reproches qu'on vous fait là-dessus, c'est justement parfois un petit peu comme les banquiers. Mais les banquiers, moi je les défends, je dis c'est pas leur métier de prendre du risque sur les entreprises, les banquiers. Mais vous, c'est votre métier. Et peut-être d'aller dans des thématiques, vous voyez, qui sont un peu toujours les mêmes, et de manquer parfois un petit peu d'originalité. Alors... Bon, je vais peut-être vous contredire là-dessus, mais aujourd'hui, donc nous, on prend des risques. On n'est pas l'argent vers l'argent, mais nous, on ne prête pas d'argent. Donc on ne prête. On dit, le dicton nous dit, on ne prête qu'aux riches, mais nous, on ne prête pas. On investit, et on investit pour une période, pour du long terme en fait, dans les entreprises. Et donc, on prend des risques dans chaque projet qu'on décide d'accompagner. On prend un risque sur le projet, sur l'équipe dirigeante. On prend ce risque-là. Donc, ce risque-là, forcément, il a une rémunération, c'est vrai, on sélectionne ces projets, mais on sait aussi les accompagner dans le temps. Et c'est ce qui fait, vous parliez des licornes, de ce qui est en train de se passer, c'est ce qui fait aussi que parfois, on prend le risque d'investir dans des sociétés qui ont très peu de salariés, qui ont une idée qui est disruptive et qui, dans quelques années, va transformer la société et l'économie. Mais moins quand même, vous êtes plus, et d'ailleurs, je vous en félicite, mais vous êtes plus grosse PME ETI quand même. C'est plus ça votre terreau d'investissement naturel pour... je parle de France Invest. Alors, en fait, non. Non, c'est vrai. Parce que France Invest, on accompagne, c'est ce que je disais, l'ensemble de la gamme. Et aujourd'hui, c'est 25% dans les sociétés qu'on accompagne, c'est 25% de start-up. Donc c'est très équilibré. On a investi l'année dernière, donc vous savez que ça grossit beaucoup, puisqu'on lève 5 milliards, donc 5 fois plus qu'il y a un an sur ce segment-là. Et on a accompagné 1000 entreprises, pas loin de 1000 entreprises l'année dernière, qui sont des petites entreprises et des start-up. C'était surtout pas une critique claire, au contraire. Parce que les start-up, elles ont en fait aujourd'hui des moyens de financement très très importants. C'est sans doute plus, c'est sans doute plus du côté des grosses PME. Que on a besoin de vous et de votre discernement. Je pense que c'est effectivement, on doit être représenté sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc les startups, je pense qu'on le fait. Alors on voit qu'on est dans un environnement économique très pro French Tech, et donc il y a beaucoup de dynamique autour de ça. Et ça fait partie de notre métier, c'est la prise de risque qu'on a. Mais on accompagne aussi les PME et les ETI. Et en fait, on est présent vraiment sur l'ensemble du territoire français. Et alors il y a un chiffre qu'on connaît pas bien aussi chez nous, c'est les secteurs qu'on accompagne. Et on accompagne 25% de sociétés dans le secteur de l'industrie. En fait, l'industrie, c'est 25% de notre investissement. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que je me suis vraiment intéressé à ce qui se passe en ce moment dans l'Est, autour des fonderies, qui sont sous-traitantes de l'industrie automobile, qui prennent en pleine face la disparition du diesel. C'est la vie, c'est la mutation, mais qui ont néanmoins des capacités de gestion de l'aluminium qui restent aujourd'hui sans doute très intéressantes. Bon. Sans doute pour faire autre chose, évidemment, que du diesel. Mais tout le monde est d'accord. Le diesel, c'est fini. OK, on tourne la page. Il n'y a personne. En fait, en termes de capital, il y a l'État, pour une fois, voilà. Mais sinon, en termes de capital, pour aider à la transformation de ces vieux outils industriels qui, peut-être, ont un potentiel très, très important autour de l'aluminium, il n'y a personne. C'est juste un exemple comme ça. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire... On aimerait qu'ils prennent davantage de risques sur ces terrains-là, vous voyez, les terrains historiques, les terrains traditionnels. Alors, oui, mais je pense qu'il faut faire attention à la médiatisation de ce qu'on fait, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est tech, et à la réalité du terrain. Parce que quand je vous dis, nous, nos chiffres, on les calcule chaque année, et l'industrie, en fait, dans les grands secteurs qu'on accompagne en France, il y a l'industrie, je vais vous donner les 4 principaux secteurs. Alors, mais industrie quoi? Quelle industrie, par exemple? Il y a l'industrie, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est un investissement... Ça va être un truc, je suis sûr, ultra moderne, industrie 4.0. Pas forcément moderne, mais par exemple, dans le transport à température dirigée.
Je viens de faire un investissement, moi, dans ce secteur-là, qui est une société qui s'appelle Chero, qui est un leader français et européen. Bon, là, a Donc priori, c'est la chaîne du froid. on n'est pas complètement dans la tech, mais c'est la logistique, c'est la chaîne du froid, et avec des vrais enjeux de transition énergétique. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la tech et le financement de la tech, ce ne sont pas que les startups. La tech, elle est partout. Donc nous, enfin, on a ce laboratoire extraordinaire parce qu'on accompagne 8300 entreprises et sur toute la gamme. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la tech, c'est pas qu'un sujet de start-up. La tech, elle est dans nos PME, elle est dans nos ETI aussi. Et ce sont ces sociétés, les sociétés qui s'emparent le plus de ces sujets technologiques, qui sont justement les champions de demain. Et on voit ces thématiques-là qui sont vraiment transverses, quel que soit le positionnement sectoriel de l'entreprise. Et dans l'industrie, c'est un enjeu. Et c'est un enjeu qu'on accompagne aussi dans la transformation des entreprises et des dirigeants. Alors, vous avez été élu sur un programme. Alors, j'ai encore une question un peu d'actualité, puis ensuite on va voir votre feuille de route, mais comme vous l'avez dit, on est dans un moment charnière. Là, la grande phrase, là, c'est le Covid a accéléré toutes les tendances et donc nécessité de transformation. On se retrouve avec des entreprises dans une configuration un petit peu étrange. Elles ont levé des PGE, qu'elles ont pour beaucoup d'entre elles pas dépensé, donc elles ont de la trésorerie, etc. Bon, elles hésitent un petit peu sur la direction à prendre. Et beaucoup d'entre elles, mais alors vous allez me le confirmer ou pas, notamment une génération de jeunes boomers, parce que pour diriger une entreprise encore aujourd'hui, faut pas être né quand même très très loin d'après les années 60, ont du mal à ouvrir leur capital. Ont du mal en fait à venir voir des investisseurs comme vous, parce que c'est abandonner une partie de sa souveraineté pour dire allons-y, transformons-nous ensemble. Ouais. D'abord, est-ce que c'est une réalité? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour les convaincre d'avancer avec vous? Alors, c'est une réalité, mais ça se transforme. C'est en train de changer. Donc ça, on y travaille tout le temps. Justement à essayer de combattre les idées reçues et les préjugés sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai commencé au départ à vous dire, nous on est là à côté des entrepreneurs, mais je pense que la crise, et ce qu'on vient tous de vivre pendant les 18 derniers mois, ça nous a permis aussi de renforcer nos positions et en tout cas notre image. Parce que avec ce qu'on a vécu l'année dernière, ça a quand même été un choc extraordinaire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Eh bien, c'était quand même beaucoup plus confortable à ce moment-là pour un patron d'être accompagné par un investisseur financier, de pouvoir échanger, de briser cette solitude du dirigeant. Et là, je pense qu'on a vraiment été en renfort à tous les niveaux. Quand on a été dans l'urgence, qu'il fallait absolument sécuriser la trésorerie, quand il fallait rebondir, allouer les investissements, parce que c'est ça, hein, concrètement, on a été confronté à des prises de décision d'urgence et d'allocation aussi d'investissements à court, moyen et long terme. Donc c'est plus facile quand on est accompagné pour un entrepreneur de prendre ses décisions et d'avoir un miroir, parce qu'on est vraiment là pour partager notre expérience. Et comme on a ce laboratoire, en fait, cette très large vision à travers toutes les entreprises qu'on accompagne, on voit ce qui se passe dans chacune d'entre elles. Et ça nous permet d'apporter les meilleures pratiques et de partager, en fait, ces meilleures pratiques avec les entrepreneurs. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on a des enjeux de sortie de crise, d'accélération. Donc c'est accélération dans l'innovation. Hein. On a vu que les sociétés qui s'en sont bien sorties, c'est celles qui avaient investi en R&D ces dernières années, qui étaient digitalisées. Ça a été beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc ces enjeux-là, ils accélèrent. On les a vus pendant la crise, mais ils accélèrent en sortie de crise. Il y a des enjeux de compétitivité, de positionnement à l'international. Ça aussi, c'est notre métier. Accompagner les entreprises et les PME justement dans leur croissance en dehors des frontières. Donc je pense que tout ça sont des arguments très solides qu'on a pour continuer à convaincre les entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, je me permets juste de dire, la différence dans cette période-là entre, comme vous l'avez dit, le capital et la dette. C'est-à-dire, vous êtes dedans finalement. C'est-à-dire, vous avez votre sort, il est scellé avec celui de l'entreprise. La dette, c'est plus compliqué. Il pourra toujours se payer sur la bête. Parfois, il a même intérêt à ce que l'entreprise, finalement, soit liquidée. Enfin, les enjeux et les accompagnements ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est intéressant quand même dans la période. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on sort renforcé. Enfin, on est renforcé, finalement, en cette sortie de crise parce que on a joué ce rôle auprès des entrepreneurs. Et d'ailleurs, ils nous aident aussi, les entrepreneurs chez qui on a investi, ils témoignent. Et je pense que ça, c'est nos meilleurs champions. Vos meilleurs ambassadeurs. Nos meilleurs ambassadeurs, c'est de faire témoigner les entrepreneurs de ce qu'on fait à leur côté. Et on vient de sortir une étude remarquable, j'en profite pour la citer, j'en doute pas. sur justement l'accompagnement des entreprises et les champions que le capital investissement a créé en France. Claire. Et ce qu'on voit,
c'est que la croissance de ces entreprises, elle a été accompagnée de 14% sur 10 ans annuels, et qu'on compare à 8% pour les concurrents. Donc voilà, on a des témoignages extraordinaires d'entrepreneurs. Les Français ont accumulé une épargne très importante. Oui. Il y a une occasion à essayer de refaire quelque chose qui fasse qu'il soit... Oui. Ça, c'est dans mon programme. C'est formidable. Mais alors, c'est quoi la solution en 2 minutes? Écoutez, de toute façon, nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on continue à investir, qu'on continue à investir et à lever plus de capitaux. Et une partie de ces capitaux viendra de l'épargne des Français. Comment on peut les convaincre? Il y a un moment, c'est un peu l'Arlésienne, cette histoire. Parce qu'il y a un certain nombre de barrières qui ne sont pas simples. Mais là, on va y mettre les moyens. Mais on est d'accord, il faut quand même prendre du risque. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression qu'il y a 15 ans que cette histoire tourne. Et à chaque fois, c'est vous inquiétez pas, vous allez investir en capital dans les entreprises, mais votre investissement sera garanti. C'est impossible, ça. C'est ce que vous disiez au départ. Il y a du risque et il y a du rendement. Ouais. Donc c'est une façon de placer son épargne, alors qui a 2 vertus, me semble-t-il. La première, quand on est un épargnant, c'est le rendement, parce qu'on propose en fait des rendements de 11% annuels historiquement sur les 10 dernières années. Donc c'est proposer ce rendement et investir dans l'économie réelle. Mais bien sûr, il y a du risque, puisque c'est ce que je vous disais au départ, on prend ce risque-là, mais le fait est que les rendements sont là. Donc on a historiquement tenu ces rendements sur des longues périodes. Donc je pense qu'on va continuer à convaincre, et surtout mettre de l'énergie pour le faire. Et avec un produit qui serait largement ouvert à ce moment-là à l'ensemble des épargnants. Exactement, mais il y a beaucoup d'enjeux, parce que je partage complètement. C'est pour ça qu'il faut qu'on accélère. Il y a des sujets de formation. Ouais. Et d'éducation. Ouais. Donc ça, on va y mettre les moyens, parce qu'il faut plus parler de ce qu'on fait et justement du type d'accompagnement. Et du capital. Et merci de nous recevoir. Et du capital. Et puis, il faut aussi former les distributeurs, parce que c'est un produit qui est moins connu historiquement par les particuliers. Et puis après, les choses se transforment aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on se digitalise. Donc c'est pas si simple de collecter de l'argent auprès d'une multitude d'investisseurs. Mais aujourd'hui, on évolue. Et il y a des moyens de digitalisation qui vont permettre de le faire plus simplement. Donc je suis convaincue qu'on devrait pouvoir lever 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards à horizon 5 ans auprès des particuliers. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Il y en a 200 qui ont été épargnés. Il faut être plus ambitieux. Mais un peu sur le modèle de ce qu'a fait BPI France. Alors même si ça reste très limité comme possibilité d'investissement, mais qui est un bel exemple. Qui ouvre le marché. Qui ouvre le marché. Exactement. Donc voilà... Merci Claire. Voilà nos enjeux. Juste pour terminer, effectivement, je pense que pour nous, le capital investissement, je l'ai dit... Il y a capital dedans. Voilà. Nous sommes des acteurs et des investisseurs responsables, et on a vraiment un enjeu sorti de crise, de rôle moteur dans la transformation de l'économie et d'une économie durable. On est bien d'accord. Et puis il y aurait énormément de sujets, notamment qui vous tiennent à cœur aussi, j'en suis sûr. Partage de la valeur, participation, association au capital. Oui, mais c'est ça aussi qui, si vous ouvrez votre capital, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, ça permet aussi de mettre en place des dispositifs de participation qui transforment totalement la relation à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, on y est très attaché au système de partage de la valeur avec l'ensemble des salariés. Claire Chabrier, donc, présidente de France Invest, était notre première invitée sur Bismart. Et maintenant, on file à New York. Claire Chabrier, donc présidente de France Invest sur Sud Radio. Le bâtiment, la data, le bâtiment qui se modernise, c'est à venir dans un instant. On repart les amis, on repart avec Chloé Claire. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphane. Directrice générale de Neimer. Alors il y a plein de sujets avec vous Chloé, mais le premier quand même, c'est qu'effectivement, là je parle à une directrice générale. Tout le temps, quand alors j'ai appelé data, l'heure du raffinage, on va parler. Tout le temps dans la tech, on parle aux fondateurs. Oui. Et là j'ai une directrice générale. Tout à fait. Directrice générale qui vient d'un grand groupe en plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous venez de Vinci? Oui, c'est ça. Mais en fait, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors rien que ça m'intéresse beaucoup. Et rien que ça, je me dis qu'effectivement, il y a des fondateurs et il y a des directeurs généraux. C'est pas le même métier. Oui, exactement. Et ça, on se rend compte parce que justement, mon associé, qui est fondateur, Grégory Labrousse, c'est un visionnaire, un créatif, mais un peu moins un gestionnaire. C'est ça. Et donc, en fait, on est très, très complémentaires. Et pour le day-to-day, pour passer à l'échelle, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Neimer et ce qu'on a fait avec notre IPO, on a besoin d'être structuré, d'être organisé, de pouvoir aller de l'avant et de préparer la forte croissance qui nous attend. Et d'un autre côté, il a fallu quelqu'un, il y a 4 ans, pour imaginer qu'il fallait investir dans les data, dans la transition écologique,
Au moment où personne n'y croyait. Disons qu'il a trouvé un moyen de le faire au moment où tout le monde cherchait le moyen. C'est peut-être plus juste, non, il y a 4 ans. C'est ça, oui, Voilà. peut-être. Et puis aujourd'hui, il est évidemment à mes côtés, mais justement sur toute cette partie créative, nouvelles solutions, produits, etc. Donc c'est un mix qui fonctionne bien. J'avais une phrase sur la data dont j'étais très fier, donc vous allez vous aussi y avoir droit. C'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde en rêve, personne ne le fait. Vous voyez ? Ah, c'est un peu ça. Il y avait un peu de ça, voilà. C'est un peu ça. Et lui, il a trouvé un moyen. Alors on va y aller autour du bâtiment. Mais alors donc, vous l'avez dit, IPO, vous avez fait une introduction en bourse pour aller chercher à peine 8 millions d'euros. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un autre mystère, c'est-à-dire. D'ailleurs, tout le monde vous le dit. Hein, c'est la question qu'on vous pose de manière récurrente, oui. Mais pourquoi vous imposez les contraintes de la cotation, même si c'est gross, hein, il y en a un peu moins de contraintes, voilà. Quand même. Justement. Aller chercher 8 millions d'euros sur la data, comme dit Macron, vous traversez la rue, vous les trouvez, les 8 millions d'euros. Je suis tout à fait d'accord, mais d'abord, je pense qu'on est aussi des pionniers et faire différemment des autres, pourquoi pas. Et puis, en plus, growth, c'est assez léger finalement. Oui. Et ça permet aussi de structurer bien une entreprise. Et vous l'avez dit, je viens des grands groupes. Et c'est vrai que moi, je me sentais à l'aise dans une entreprise qui était prête pour sa forte croissance. Et pour la préparer, rien de mieux qu'un accélérateur qu'est finalement l'IPO, où en quelques mois, on s'est vraiment transformé. On a conditionné l'entreprise pour pouvoir y aller. Et ensuite, il y a une question de notoriété. Vous l'avez dit... Je trouve ça génial, Chloé. Ah bon. Ah non, mais absolument génial, parce que ça veut dire... alors, donc l'entreprise a 4 ans. Oui, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, vous vous mettez sous l'œil public, et c'est sans doute la plus belle protection contre les délires qui pourraient vous saisir. Si jamais, à un moment, j'en sais rien, vous aviez des projets... compliqué en fait à rentabiliser, enfin des choses comme ça. Oui, tout à fait. Non, en plus, aujourd'hui, on a quand même assis notre tech, donc on sait où on va, on a des grands comptes, des clients, mais ce qu'on doit asseoir, c'est la notoriété. Et vraiment, c'est important parce que l'IPO, c'est mieux qu'un petit article qui dit un tel a levé 8 millions avec tel fonds. On est bien plus visible, alors qu'à notre échelle, finalement, regardez, je suis sur votre plateau, voilà. Je m'incline, et vous êtes, et je suis très franc, vous êtes sur le plateau pour ça. Voilà. On m'aurait dit, c'est une boîte qui fait de la data dans le bâtiment. Non, d'accord, quoi. Ils sont rentrés en bourse, ils ont fait plus 22% à l'ouverture. Voilà. Une semaine un peu difficile pour les autres IPO, donc on était un peu comme ça. Mais oui, c'est ça en plus. Ouais. Non, il y en a qui ont fait la une de la presse, ça s'est très très mal passé. Ouais. Et vous, tranquille, hop. Il y avait une forte demande. Je pense qu'en plus, on est sur de la transition écologique. Donc, évidemment, ça parle à beaucoup de gens. La data, il y a un peu de ce côté de votre citation, on a envie d'en faire. Ouais, voilà. C'est rentrer dedans. Voilà. Et ça permet, en plus, à tout le monde d'y aller. C'est la puberté. Voilà. Et il y a autre chose. Quand on est justement directrice générale d'une entreprise qui rentre en IPO, on a des messages de gens qui vous disent « j'ai investi, je crois en votre entreprise que je ne connaissais pas ». Et sur LinkedIn, j'ai plein de messages comme ça. Et je trouve que, en fait, en se réveillant le matin, c'est encore plus sympa d'avoir ça. Ouais, mais... Ah oui, il y a un gros sac à dos là quand même. Et voilà, c'est ça. Ah, ça vient avec le sac à dos. Mais la motivation, c'est quand même très important. Vous auriez pu lever 19 millions d'euros, j'ai lu, tellement la demande était forte. Voilà. Et vous êtes resté quand même à 8 parce qu'en fait, il y a un petit système qui permet d'aller plus vite à 8 et d'être plus léger en termes de dossiers, justement, qui est fait pour les entreprises de notre taille. Tout est pensé, réfléchi. Ah c'est mon rôle. Ah ouais, non mais c'est formidable. Et vous-même, alors, je ne vais pas vous demander votre âge, mais enfin quand même, ça m'intéresse un petit peu. C'est-à-dire, voilà, vous êtes au milieu de la carrière, enfin, voilà, pas beaucoup plus, quoi. Oui, et donc c'est quand même un saut dans le vide. Qu'on fasse ça comme nous on l'a fait, 55 ans, machin, on n'a plus grand chose à perdre. Mais là, vous, c'est un saut dans le vide. Non, mais au contraire, moi j'avais encore 20 ans de carrière, donc j'avais envie de faire autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de se réinventer. Quand j'ai fait mes études, on pensait qu'on allait faire ses études 5 ans, 8 ans, etc. Et qu'ensuite, on allait avoir une carrière. Et puis en fait, on se rend compte que le monde, il bouge 10 fois plus vite, que tout le monde peut apprendre sur des MOOC, peut faire des choses, etc. Moi, je suis ingénieure et architecte, dans le bâtiment, pas architecte en tech. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une boîte de deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est notre monde actuel qui le permet. Donc là, il faut saisir les opportunités. Et en vrai, moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de le faire. Et puis, le Covid, finalement, c'est quelque chose, on a été chez soi, on a travaillé, etc. On s'est dit, est-ce que c'est pas le moment, finalement? Et je pense qu'il y a eu aussi une accélération de ça. Et Vinci a investi dans Neymer? Non, parce qu'ils n'ont pas de fonds pour investir dans Neymer. Maintenant, j'ai des amis chez Vinci qui ont investi personnellement dans Neymer. Eh oui, c'est ça. Bah oui.
Ah, c'est incroyable. Bon alors, racontons ce que vous faites maintenant, parce que c'est là où ça se complique, si j'ose dire. La data, donc, c'est l'open data en fait que vous retraitez. C'est pour ça que je dis raffinage. Ça vous va comme... Oui, c'est raffinage et création. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va prendre l'open data, qui est très lacunaire. Donc on va déjà le compléter. Alors quel open data? Autour du bâtiment, vous dites, mais c'est quoi autour du bâtiment? Du territoire, vous avez plein de jeux de données des collectivités, des jeux de données de l'ARCEP sur par exemple toutes les connexions Internet, vous avez des jeux de données de l'ADEME sur les DPE la performance énergétique des bâtiments. Exactement. Vous avez énormément de données qui sont aujourd'hui sur le marché. Le problème, c'est qu'elles sont dans des formats différents. Donc, vous avez du texte, vous avez des tableaux, vous avez des images. Nous, on utilise beaucoup d'images, etc. Et ensuite, vous avez des choses qui sont sur plein de supports et lacunaires. Donc, l'idée, c'était de dire, nous, on va mutualiser le travail, de s'emparer de l'open data et de le rendre actionnable dans une seule base de données. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce que sinon, on n'apporterait pas assez de valeur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des nouvelles données à partir du croisement de ces données. Les données chez nous, on appelle ça des attributs. Donc, c'est des attributs à forte valeur ajoutée qui sont créés avec des algorithmes de machine learning et de deep learning qui sont aussi très différents. Ça va très très vite. Pardon. Donc vous prenez tout l'open data autour du bâtiment, des bâtiments, des territoires, de l'environnement. Mais comment est-ce que vous déclenchez? Comment est-ce que vous dites je vais aller m'intéresser à cette zone-là ou à ce bâtiment-là ou etc. C'est quoi le fait déclencheur? Le fait déclencheur, c'est d'avoir désiré décrire le monde physique par la donnée. Comment est-ce qu'on décrit le monde physique? D'abord, on peut le décrire quantitativement. Vous voyez, vous pouvez... Oui, mais non, mais attendez, parce qu'il faut intervenir sur des géographies précises. Donc, c'est vos clients qui vous demandent, en fait, sur une géographie précise. C'est là que je reviens à mon associé, qui était visionnaire. C'est que lui, il n'a pas attendu d'avoir un client pour avoir l'idée. Il est parti, il a dit, on va décrire le bâtiment, le territoire, et ça va permettre aux acteurs, justement, des bâtiments, de la transition énergétique, de pouvoir s'appuyer sur des vraies données pour pouvoir en fait faire des meilleures stratégies. Mais Chloé, ça veut dire tous les bâtiments, tous les territoires? 35 millions de bâtiments en France. Mon Dieu! Et bientôt l'Europe, puisqu'on est là pour ça, pour l'IPO. Ce qui me fait penser à ce que fait le fondateur de De Vialet sur les terres agricoles. Lui aussi est exactement dans la même démarche, qui est une sorte de démarche de bibliothèque, en fait. Tout à fait. Vous faites une immense bibliothèque. Tout à fait. Actionnable. De la data du bâtiment du monde. Tout à fait. Et pas que le bâtiment, vraiment le territoire. Le territoire. Voilà, le territoire, vous avez tous les espaces publics. Mais donc ça peut servir aux promoteurs, mais ça peut servir aux collectivités pour essayer d'organiser la circulation, j'en sais rien, pour essayer d'organiser les flux énergétiques, pour essayer d'organiser... Exactement. En fait, ça sert à toutes les parties prenantes, ce qui fait que, je reviens à la notoriété, en fait, on s'intéresse à toutes les parties prenantes du bâtiment. Donc, ça va aux assureurs, financiers, collectivités, propriétaires fonciers. Sur Vivatech, on est sur le stand d'Orange, donc ceux qui connectent les bâtiments, tous les délégataires de services publics, des déchets, de l'eau, etc. Donc là, notre base de clientèle est très large. Donc, et elle va des grands comptes. Attendez, on va revenir sur votre base de clientèle. Mais donc j'ai compris. Ok, open data, je prends l'ensemble de ces données, donc je les raffine et j'en fais ce que vous appelez des attributs. C'est ça. Exactement. Tout à coup, ce sont des métadonnées, quoi, d'une certaine manière. Alors, ce sont des données qui veulent dire quelque chose. Ce sont des informations qui caractérisent quantitativement, qualitativement les bâtiments, parce que ce sont nos premiers cas d'usage, mais aussi le territoire. Mais les bâtiments, si vous voulez, vous pouvez savoir le ratio de surface végétalisée d'une parcelle, d'un bâtiment. Vous pouvez savoir si quels sont les matériaux de toit. Vous pouvez savoir s'il est connecté ou pas à la fibre. Vous pouvez savoir si, dans un scénario 1,5 degré, 2 degrés ou 2,5 degrés, quel est son risque climatique, etc., etc. Donc on a une palette. Et en fait, c'est cette palette-là qui fait la richesse de la proposition de valeur de Nemer. Si vous voulez juste 2 informations, peut-être que cette grande bibliothèque qu'on vous offre n'est pas la meilleure solution. Si vous avez besoin de plein d'informations tout de suite actionnables sur l'étagère, eh bien, vous venez chez nous. Oui, alors, pour donner un exemple, les assureurs tout à fait. sont parmi vos premiers clients. Exactement. Donc, on a un partenariat avec un actuaire qui s'appelle Adactis et on a fait une offre qui s'appelle Smart Home Pricing for Insurance, parce qu'on vise déjà l'international. Mais non, vous avez déjà 35 millions de bâtiments. En France! Il nous faut l'Europe après. Allez, continuez. Alors, je continue. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est d'améliorer le parcours client pour ces assureurs. Quand un nouveau client vient pour de la multirisque habitation, il faut qu'il réponde en moyenne à 20 questions. Donc, si on cherche 2-3 devis, soit on a 1 heure à passer, soit on n'a pas 1 heure. Et l'idée, c'est de capter ceux qui n'ont pas 1 heure. Et donc, en fait, il suffit de poser 2-3 questions au client, dont son adresse. Et nous, en live, pendant que l'assureur va faire le devis, il va appeler nos attributs et va dire, là, j'ai toutes ces informations sur cette habitation.
Et il peut y avoir aussi des données de sécurité sur les vols dans le quartier ou des choses comme ça pour l'assureur. Exactement, qui sont parfaitement publiques. La résistance des matériaux au feu, Tout à fait. Et vous savez que par le exemple, sous-sol, habiter près d'une bretelle d'autoroute est un facteur de risque pour le vol. Et donc nous avons, grâce à Adactis, qui a donc cette expertise métier de savoir quelles sont les caractéristiques, et on a testé 70 attributs, aujourd'hui on en a une trentaine qui servent pour l'assurance, mais on en a testé 70-80. On a fait des modèles de prédiction de risque, ils les ont fait puisqu'ils sont actuaires. Ouais, c'est ça. Nous on a fait les attributs, et on a prouvé qu'avec 25-30, on était capable de bien mieux caractériser le risque, de 20 à 40% mieux que l'assureur traditionnel. Et donc nous, on va voir ces assureurs traditionnels et on leur dit, vous êtes aujourd'hui, vous faites un petit peu manger les pieds par ces néo-assureurs qui viennent justement d'entreprises innovantes, de machine learning, etc. Luco qui est venu là, c'est très impressionnant. Vous avez des calculs de risque en quelques secondes. Exactement. Eh bien en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'aux assureurs traditionnels, on leur apporte le game changer de Luco. Vous allez renforcer la rente alors? Non, pas du tout. Vous étiez formidablement sympathique depuis le début. Non. Et là, voilà, sur les 30 dernières secondes, ça se dégrade. Vous allez passer moins de temps à comparer les prix de vos assureurs, puisque vous allez répondre à presque aucune question. Bon, 20 secondes, donc 35 millions de bâtiments en France. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'inventorier tous les bâtiments du monde développé? On part sur l'Europe, et puis après, on verra. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Formidable. Chloé Claire, donc, directrice générale de Neymer, notre invitée sur Bismart. On va finir avec une jeune femme qui nous accompagne très régulièrement, Gabrielle Alperne. Vous allez voir, philosophe. La culture va sauver l'économie. Chloé Claire, donc la directrice générale de Neymer, était notre invitée sur Bismart et Sud Radio. On se retrouve lundi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.